Tranche de couple. Un podcast de Guillaume et Max. La vie à deux, au fil de l'eau. Bonsoir à tous et à toutes et bienvenue pour ce 22e épisode et dernier épisode de la saison de notre podcast Tranche de couple. On est super heureux de vous retrouver, hein Max ? Eh ouais, on est trop heureux et en plus, effectivement, on enregistre un soir, mais on vous dit aussi bonjour si jamais vous écoutez notre podcast en journée. Voilà, c'est le dernier podcast avant les vacances. Bah oui, parce que nous aussi, on va quand même prendre un peu de temps pour nous, pour tous les deux. En dehors du contexte de la maison, parce qu'on a beaucoup passé de temps dans cette maison, beaucoup passé de temps tous les deux ensemble. Tu m'étonnes. Ouais, un terrain neutre, ça peut être pas mal. On va en profiter aussi pour, tout en étant prudent, compte tenu des circonstances, voir la famille et les amis. Et puis on va se balader un petit peu et se reposer aussi pendant quelques semaines. Donc on vous en dira plus à la fin du podcast sur quand est-ce que vous nous retrouverez. Mais d'ici là, Max, est-ce que tu veux nous ouvrir la rubrique Actualité ? Côté actualité, peut-être un petit point d'update sur la question européenne. Simplement pour dire que, alors, on enregistre le 1er juillet, comme ça vous le savez. C'était plus simple pour nous. Aujourd'hui, c'est la transition en fait entre la présidence croate de l'Union européenne et la présidence allemande de l'Union européenne. Vous savez que c'est une présidence tournante tous les 6 mois. La présidence par la France du Conseil de l'Union européenne aura lieu au premier semestre 2022. Et il faut dire que c'était quand même une période un petit peu particulière pour les Croates qui organisaient pour la première fois de leur histoire la présidence du Conseil de l'Union européenne et qui malheureusement ont été quand même très affectés par le Covid, donc qui ont facilité un certain nombre de discussions. Mais c'est vrai que la substance de leur présidence, ils avaient quand même essayé d'avancer un certain nombre de sujets, malheureusement a quand même été largement occulté par le coronavirus. Et donc aujourd'hui, l'Allemagne débute sa présidence avec un fort enjeu. On en a déjà parlé la dernière fois. Les négociations sur le prochain budget pluriannuel de l'Union européenne ne sont pas terminées. Or, le cadre financier pluriannuel se termine le 31 décembre. Ça veut dire qu'à partir de début janvier, on doit avoir un nouveau budget. Il y a énormément de... 6 mois, on est large. Ouais, on y a énormément quand même d'enjeux autour du plan de relance aussi. Donc voilà, c'est pas mal d'enjeux pour cette présidence allemande, sachant que avec les possibles deuxièmes vagues, ou en tout cas les petites reprises qu'il y a dans certains endroits localisés pour l'instant, on ne sait pas non plus de quelle manière le Covid continuera d'impacter la politique européenne. Oui, on avait dit qu'on ne le disait pas la dernière fois, mais là on peut le dire. On a réussi à la s'en passer pendant un podcast. Voilà, ça c'était pour le premier sujet. Tu enchaînes ? Oui, j'enchaîne. Deuxième sujet, on n'est plus en Europe, on va en France maintenant, puisque dimanche s'est tenu le deuxième tour des élections municipales. Alors, on ne va pas s'attarder très longtemps, juste pour dire que on notera deux choses. La première, c'est ce que certains médias ont appelé une vague verte. Et effectivement, ce sont des maires de couleur écologistes qui ont remporté des grandes villes. Les Verts avaient dit avant les élections que garder Grenoble, qui était la seule ville dont le maire était vert avant les élections, c'était jouable. Prendre une ou deux villes, c'était envisageable. Ils n'envisageaient pas d'en prendre plus. Eh bien, en réalité, ils ont donc gardé Grenoble. Ils ont aussi pris Lyon. Ils ont pris Strasbourg. Ils ont pris Bordeaux. Ils ont pris Annecy et pas mal d'autres villes moyennes, notamment des villes moyennes. Voilà, c'est une demi-surprise puisque alors, la vague verte est un peu en retrait en France, je dirais. En Belgique, la vague verte elle est arrivée en octobre il y a 2 ans où on a eu énormément de bourgmestres locaux verts élus. On a eu une première tendance avec le score des Verts aux élections municipales en France, et puis là on a une nette tendance, disons que les Français en tout cas plébiscitent des programmes écologistes et des programmes aussi mixtes, puisque beaucoup de ces listes ont été élues sur des listes pluralistes avec un certain nombre de partis, notamment le PS. Voilà, on sera intéressé de voir un peu qu'est-ce qui va être proposé par ces maires écologistes. C'est important de savoir que quand on est élu avec des listes aussi composées d'autres partis, voilà, il faut négocier un programme.
voilà, on leur laissera probablement quand même le temps de faire leur trou et de faire leurs premières propositions. Et puis peut-être que dans un prochain podcast, on vous en reparlera. Oh, certainement, oui. Je pense qu'il y aura un certain nombre de choses à dire. Et puis, pour finir sur une actualité un peu douce amère, je parlerai de ce fait divers dans les Côtes-d'Armor où les policiers ont été appelés pour venir en aide à une peluche dans le coffre d'une voiture. Des gens qui ont pris une peluche pour un petit chien ont appelé les policiers pour qu'ils viennent le libérer. Il s'avérait que c'est une peluche. C'est le moment de rappeler que pour tous ceux qui ont des animaux de compagnie, ces animaux de compagnie sont des êtres dotés de raison et en tout cas des êtres vivants et qu'on ne les abandonne pas parce qu'on part l'été. Si on prend un animal de compagnie, c'est pour la vie. Exactement. Et en tout cas, il faut faire le choix en étant sûr qu'on puisse l'assumer par la suite. Absolument. On vous reparlera de ça. Vous vous souvenez du titre de notre premier podcast d'ailleurs ? Chien et chat. C'est pas pour rien. Un jour, on vous en reparlera. Ouais, peut-être qu'il faudrait qu'on réécoute nos podcasts. Je m'en souviens. Alors, bon, on n'a pas vraiment d'actu aujourd'hui sur la relation entre l'Union européenne et le Royaume-Uni ou les élections américaines. Donc, on passe directement à notre rubrique Vie de couple. Et aujourd'hui, Guillaume, tu nous parles de quelque chose qui s'est passé il y a 7 ans. Eh oui, il y a 7 ans, il faut vous imaginer. Le 26 juin 2013, Max et moi étions à Washington, D.C., aux États-Unis. Et puis ce jour-là, on a visité le matin le congrès. Ah ouais, c'était américain. trop bien. Très intéressant. Ouais, si vous avez l'occasion, à faire. Voilà, il faisait très chaud déjà. Mais je me souviens que c'était quand même une chouette visite. Et puis après le congrès, en fait, on était au courant qu'il allait y avoir des manifestations devant la Cour suprême américaine, puisque ce jour-là, la loi DOMA, Defense of Marriage Act, l'acte de défense du mariage en gros, qui interdisait les mariages entre couples de même sexe, qui avait été l'objet de beaucoup de tentatives d'abrogation et de réformes dans le passé, mais toujours infructueuses, était une fois de plus passé devant la Cour suprême des États-Unis, SCOTUS, pour juger si oui ou non elle était constitutionnelle. Et ce jour-là, le 26 juin 2013, la Cour suprême a déclaré que la section 3 du DOMA était inconstitutionnelle. Cette même Cour suprême a estimé que cette section était contraire aux libertés protégées par le 5e amendement de la Constitution américaine. Voilà. Et puis, pour vous donner... pour être un peu plus précis, à ce moment-là, on était donc devant au moment des résultats. Et puis, au moment des résultats, dans l'euphorie ambiante, Max donne son téléphone à une illustre inconnue. Une illustre inconnue, effectivement. Mais vraiment. Je n'ai pas très bien compris sur le coup. Il s'agenouille devant moi et... Au début, tu as pensé que c'était une photo, un truc comme ça. Ouais, c'est ça, genre on fait un selfie. Parce que j'ai commencé à parler victoire. un peu, et puis après je me suis agenouillé, effectivement. C'est ça, et Max m'a demandé en mariage ce jour-là, le 26 juin 2013, devant la Cour suprême à Washington, D.C. Oui. Trop de love, ça va être un podcast Cœur Love, je vous préviens. Je crois qu'on a tous envie de summer vibes et d'être un peu en vacances. Positive attitude. C'est ça, voilà. Bah ouais, et c'est un super souvenir. Ouais, alors faut dire que quand même la nuit d'avant, j'avais pas tellement dormi. Alors que moi, j'avais dormi comme un bébé. Ah ouais, j'avais réfléchi. Bah, c'était quand même une décision importante. Il y a deux choses qui l'empêchent de dormir, la pluie et de trop réfléchir. Toute ressemblance avec des faits existants ou ayant existé la nuit dernière est bien entendu fortuite. Et oui, c'est ça d'habiter sous les toits. De dormir sous les toits en tout cas. Et donc, ce qui était assez drôle, c'est que bien sûr, Guillaume n'a pas tellement bien compris le truc. Bon, de fait, j'avais pas non plus de bague, donc c'était très spontané. Mais ça partait du fond du cœur. Et puis le fait que c'était le jour où la Cour suprême venait quand même de prendre une décision marquante, c'était chouette. Pour le mariage homosexuel et des couples de même sexe. Pour la petite histoire, Guillaume s'attendait à ce que je le demande en mariage. La semaine suivante. Mais en fait, comme on avait prévu d'être à Washington la première semaine et à New York la deuxième, il pensait que je lui demanderais en mariage à New York, je sais pas moi, allez, pas cliché du tout, en haut de l'Empire State Building. En fait, a posteriori, quand j'y pense, ça aurait été d'une part tellement cliché, mais mignon, mais cliché quand même. Et d'autre part, il y avait trop de monde, c'était quand même pas l'ambiance, c'était... Non, mais t'as été trop Cœur Love, là. Oh.
Voilà. Vous avez prévenu, vous étiez prévenu, vous pouviez couper ce podcast. mais Hashtag non. cheesy. On reste dans le cheesy peut-être avec mon deuxième point de... Le cheesy alias le moment pour le Max. mon- Ou la poussière dans l'œil, ça dépend. Ouais, De quoi c'est tu veux c'est nous un peu parler de du tout. coup? Eh ben, je sais pas si... je crois pas qu'on vous ait parlé d'un film qui nous a beaucoup touché il y a 2 ans, qui s'appelait Love, Simon. Love, Simon, c'est un film qui raconte l'histoire d'un jeune garçon, adolescent, au lycée américain, qui réalise qu'il est homo, qui cherche un peu, et son histoire du coming out dans son lycée, et l'acceptation par ses amis, sa famille. Et c'est vraiment un film qui est extrêmement bien fait, d'une très forte sensibilité, voilà, très touchant, très juste. Et c'est un film voilà, que je vous encourage à regarder. Si vous avez l'opportunité, c'est en tout cas un film qu'on a beaucoup apprécié regarder tous les deux, et d'ailleurs que j'ai eu en cadeau à Noël. Et du But coup, what's the point? eh ben oui, pourquoi je vous en parle aujourd'hui? Et parce que Disney a produit une suite. We are the world. Pardon. Alors une suite, oui, mais surtout du coup, ils ont dit, on va faire une série télé qui s'appellera pas Love, Simon, mais Love, Victor, et qui globalement est à peu près sur la même approche. Sauf que d'abord Disney n'a pas eu les coronas pour diffuser ça sur Disney+, pourtant sa plateforme de diffusion de ses films, considérant que c'était peut-être pas très s'en fout, de toute façon, family-friendly. Disney Plus est toujours pas disponible en Belgique. Voilà. Et ils ont décidé de le diffuser sur Hulu. Hulu, c'est une plateforme de streaming un petit peu comme Netflix aux États-Unis, qui malheureusement n'est pas vraiment accessible en Europe. Donc, bon, vous le savez, je suis un peu geek, on a trouvé une solution, et on a regardé ça cette semaine, et c'était super chouette. Un peu cheesy, mais franchement, très très chouette, avec Victor qui vit dans une famille latino aux États-Unis. Qui et donc déménage après des soucis de couple de ses Voilà. parents. Et donc, il vit en fait ce processus de réflexion sur lui-même dans la même école que Simon. Et comme par hasard. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, ce qui est très drôle, c'est qu'ils ont quand même réussi à faire le lien avec l'histoire de Simon, et qui interagit d'ailleurs dans le film. Mais on dans ne la vous en série. dit pas plus. Donc on vous en dit pas plus, mais en tout cas, on vous encourage Si vous avez envie de à passer une regarder bonne soirée, Love, Simon d'une part et Love, Victor ensuite. C'est très très chouette. Je précise à toutes fins utiles que nous n'avons pas téléchargé illégalement cette série. Et oui, comme quoi c'est possible. Alors aujourd'hui, l'actualité belge est un peu limitée, mais je ne sais pas si vous vous souvenez, parce que c'est des histoires à rebondissement. Au mois de mars, après moult rebondissements justement et un gouvernement temporaire, la Belgique se retrouvait enfin avec un gouvernement de plein exercice. Le tout étant lié évidemment à la crise du coronavirus, mais un gouvernement de plein exercice qui ne devait fonctionner que jusqu'au mois de juillet, donc à la fin de l'état de crise sanitaire dans le pays. Donc aujourd'hui, on est revenu un peu comme en 40, avec des tractations sous un format un peu différent, puisqu'on vous avait expliqué que normalement en Belgique, le roi nomme un informateur qui est un responsable de parti politique qui va étudier les différentes options, les différentes possibilités, lui remettre un rapport. Si ça ne fonctionne pas, il renomme quelqu'un. Si ça ne fonctionne pas, il renomme quelqu'un. Et ainsi de suite jusqu'à ce que on arrive nulle part en général. Aujourd'hui, à la suite de la crise du coronavirus, on voit plutôt des initiatives individuelles, ce qui est une nouveauté en Belgique, se mettre en place pour justement essayer de trouver une solution. L'autre solution étant de revenir à des élections, mais dans l'immédiat, je pense qu'aucun parti n'a l'envie ni l'intérêt de revenir à des élections compte tenu des circonstances compliquées qui font que les résultats seront encore plus incertains que d'habitude. Voilà, tout ça pour dire que la Belgique, les choses reviennent comme avant. Il y a des choses qui ne changent pas. Et ça n'a pas changé. Voilà. Et sinon, on est toujours masqués. Et peut-être, je voulais simplement vous partager, parce qu'aujourd'hui, j'ai fait un voyage à Paris depuis Bruxelles. Et donc, j'ai pris le Thalys, j'ai pris le métro à Paris.
Et donc, c'était un peu étonnant. Enfin, disons qu'à Bruxelles, j'avais pas pris les transports en commun depuis le confinement. Et donc, voilà, le Thalys ce matin était blindé, mais on avait tous des masques. Pas de service à bord, du coup. J'avais eu le, le nez creux de prendre un thé à la gare avant de partir. Et puis oui, le métro, ouais, très bizarre d'être quand même en partie un peu collés les uns sur les autres. Alors, très honnêtement, je n'ai pas vu une seule personne qui n'avait pas de masque, ce qui était quand même assez rassurant. Mais c'est vrai qu'on est collés les uns aux autres. Voilà. Donc, nouvelle réalité et C'est l'occasion de rappeler que même si les gouvernements, pour l'instant, ne conseillent pas, ne recommandent pas le port du masque dans les lieux clos, c'est toujours très utile de porter un masque pour soi, mais aussi pour les autres, notamment dans les lieux clos, dans les transports en commun, dans les dans les magasins. c'est recommandé. Hein. Dans les transports en commun, c'est recommandé, mais dans les magasins, par exemple, ça n'est pas recommandé. Quand on va faire ses courses, tout ça, en supermarché ou en magasin, en vrac, on peut se dire que c'est pas plus mal que chacun ait un masque pour l'instant. Alors Guillaume, aujourd'hui, côté culture est sorti, tu nous parles de quoi? Une fois n'est pas coutume, quoique, à l'approche de ces vacances, on va arrêter de parler culture et corona, mais on va parler d'un autre sujet cool. tout aussi polémique non. En ce moment. Mais bon, j'aime bien aussi vous expliquer un peu ce qui se passe, parce que finalement, que des choses un peu trop qui se passent un peu trop bien, on finit par s'ennuyer. Et c'est un article de Diapason qui a été écrit suite à la publication d'une tribune du chercheur Paul May dans Le Figaro, disant « La musique classique est-elle un privilège des blancs et des asiatiques aux États-Unis ?» Donc Paul May, qui est un chercheur à l'Université de Montréal, a étudié beaucoup le phénomène du multiculturalisme. Et aux États-Unis, il y a un certain nombre de chiffres qui sont parus grâce à une étude réalisée par le National Endowment for the Arts, la Fondation nationale pour les arts en gros, qui rapporte que le nombre d'adultes qui ont assisté à un concert de musique classique au cours de l'année 2017 était passé de 13 à 8%, donc première inquiétude. Et puis la part des spectateurs de moins de 30 ans a chuté de 27 à 9%. Ce sont deux motifs d'inquiétude, évidemment, puisque le public de la musique classique, on part du principe qu'il se renouvelle lentement, mais il se renouvelle. Là, on constate que manifestement, ce n'est pas le cas, et que dans les jeunes générations, qui sont pourtant les cœurs de cible aujourd'hui d'un certain nombre d'institutions classiques, le renouvellement ne se fait pas. Je reviens sur la partie maintenant vraiment polémique, qui est la discussion autour du fait que l'institution de la musique classique aux États-Unis serait intrinsèquement raciste et, selon certaines teintes, du coup, trop blanche ou trop asiatique. Il faut savoir qu'en fait, donc la musique classique est une musique occidentale qui a été en tout cas développée essentiellement en Occident, et que on a constaté notamment aux États-Unis et en Chine aujourd'hui un phénomène qui fait que le monde asiatique est aussi extrêmement tourné vers la musique classique. On a en Chine, et pour les minorités asiatiques aux États-Unis et en Europe, énormément d'investissements dans la musique classique, des jeunes prodiges, des jeunes talents qui travaillent d'arrache-pied dès leur plus jeune âge. Alors certains diront qu'il y a une culture du travail dans ces pays-là et de l'abnégation, comme on a pu avoir en Russie pendant l'URSS. Je ne suis pas sûr que ce soit lié uniquement à ça. Je pense qu'il y a aussi une volonté réelle. Les gens se sont rendus compte que malheureusement, dans un sens, c'était aussi, il fallait passer par là pour se faire une carrière dans la musique classique. Aux États-Unis, de fait, et je pense qu'on peut dire en Europe aussi, les personnes noires dans les musiciens d'origine africaine ou afro-américaine dans les orchestres la proportion est extrêmement limitée. On parle de 2 à 2,5% pour les latino-américains et pour les afro-américains. C'est donc ridicule. On sait qu'en France, c'est à peu près la même chose. Pourtant, ce sont des populations qui représentent une proportion supérieure de la société. Je ne pense pas, en tout cas en Europe, que, contrairement à ce que disent certains médias américains, la musique classique est intrinsèquement raciste. En revanche, je pense qu'il y a un grand travail à faire, et le travail il commence à la base, c'est-à-dire au recrutement des musiciens. Comment est-ce qu'on
forme des vocations dès le plus jeune âge, dans les écoles, partout. Je voudrais maintenant saluer notamment l'orchestre Demos, qui est un orchestre qui a été... Enfin, plusieurs orchestres en réalité en France, qui ont été construits depuis 5 ans. 5-6 ans, qui sont des orchestres qui se développent notamment dans des régions et dans des quartiers qui n'ont pas normalement accès à la musique classique, et puis qui permet à des populations normalement éloignées de cette musique de s'y rapprocher. Le rôle de la Philharmonie de Paris notamment est très important. On sait que le fait que la Philharmonie soit implantée porte de Pantin, dans le nord-est de Paris, à la frontière avec notamment la Seine-Saint-Denis, est aussi tout un symbole d'ouverture de cette musique classique sur d'autres publics et d'autres vocations. Et je veux croire que, pour moi, en Europe, il n'y a pas de racisme intrinsèque dans la musique classique, mais que nous devons tous travailler au quotidien à promouvoir l'arrivée et l'intérêt pour cette musique au sein des plus grands nombres de parts de la population qui existent, et qu'elle soit représentative finalement de notre société. Voilà. Et oui, effectivement. Et c'est bien aussi qu'on arrive à démocratiser la culture et à rendre accessible peut-être à des gens qui considèrent que parce que c'est de la musique classique, parce qu'ils n'y ont pas accès. Et j'ai la faiblesse de croire que pour le coup, le Covid aura peut-être eu un impact positif, puisqu'on a vu énormément, on en a déjà parlé, mais de contenu en ligne gratuitement accessible. J'espère que ça aura créé des vocations, j'y crois, et en tout cas, je continuerai à travailler au quotidien pour que la société évolue et que les représentations, que la musique classique ne soit plus une musique élitiste, mais vraiment une musique pour tous. Voilà, donc cette semaine, je vais pas faire de rubrique tech traditionnelle comme j'ai l'habitude. Oh. Mais cette semaine, je vais plutôt faire appel à vous. Ah. Et oui, parce que cette semaine, on a besoin de vous. Guillaume a mentionné déjà que c'était le dernier épisode de notre saison 1. Alors, ça ne veut pas dire qu'on vous abandonne complètement. On a en tête cet été de faire un ou plusieurs épisodes bonus, de pouvoir finalement faire un peu un bilan de cette saison, sa première saison. Et puis, je sais pas, peut-être avoir un nouveau format, réfléchir aussi comment est-ce qu'on prépare la deuxième saison. Alors ce soir et aujourd'hui, au moment où vous écoutez, on aimerait vous demander de contribuer à cette réflexion d'été, Summer Vibes, autour de 2 questions. On aimerait d'abord avoir un feedback, un retour sur cette première saison, comment est-ce que vous l'avez perçu, et puis aussi comment peut-être ce podcast a résonné avec votre propre vie de couple. Voilà, ça serait intéressant d'avoir un retour de votre part. Et le deuxième angle, c'est qu'on est aussi, ça n'est pas une surprise, on a envie de continuer, c'est chouette, vers une deuxième saison. Et on est aussi en train de se demander du coup, est-ce qu'on garde le même format, les mêmes rubriques ? Est-ce qu'il y a des choses qu'on fait évoluer ? Est-ce qu'il y a des sujets ou peut-être des choses un peu plus structurantes que vous avez envie qu'on aborde ? Donc peut-être votre avis sur la saison 2, à quoi elle doit ressembler. Donc on aimerait vraiment que ce puisse être un exercice participatif, et donc on a besoin de vous, que vous nous envoyez un petit message, un petit mail, tranche de couple, tout au singulier, et le 2 avec le chiffre 2, tranche de couple, @gmail.com. Envoyez-nous un petit message, ou alors par Twitter, @tranche de couple, tranche et couple au singulier, le chiffre 2 au milieu, pour répondre à ces 2 questions. 1, qu'est-ce que vous avez pensé de cette saison 1 ? Et peut-être, qu'est-ce qui vous a fait écho à votre vie de couple, ou qu'est-ce que vous n'avez pas aimé ? Et 2, qu'est-ce que vous avez envie pour la saison 2 ? Je rajoute quand même que ça s'adresse vraiment à tout le monde, que vous soyez en couple ou pas, ça nous intéresse d'avoir votre avis. Et aussi de nous dire si on est un peu trop cheesy aussi, et qu'on parle un peu trop de couple justement. Et que vous voudriez qu'on aborde d'autres thématiques, voilà. En tout cas, on n'est pas exclusif, on n'exclut personne. Et peut-être que effectivement,
même si vous n'êtes pas en couple, notre vie de couple, elle vous fait marrer aussi peut-être. Et donc voilà. Et puis pour ceux qui ont envie de passer la vitesse au-dessus, si vous avez envie de nous contacter parce que vous avez envie de nous faire un petit retour oral qu'on pourra inclure dans ces épisodes bonus de l'été, n'hésitez pas, ça nous fera plaisir aussi de pouvoir vous entendre et échanger avec vous. Et donc voilà, on reprendra probablement fin août. Et entre-temps, en fonction de la substance qu'on aura, un ou plusieurs épisodes bonus qui sentiront bon l'été. Absolument. Et les cigales, et le pastis, et le spritz. Et la famille et les amis. Et la famille et les amis. En tout cas, on vous souhaite à toutes et à tous un très très bel été, de profiter des vôtres, de profiter de vos proches. Et en tout cas d'un rythme un peu différent, si vous n'avez pas la chance d'avoir beaucoup de vacances. Néanmoins, on espère que l'été pourra être un rythme un peu différent, qui vous permettra quand même de faire une coupure, même si vous êtes obligé de bosser ou que votre esprit est très focalisé sur certaines choses. Et en tout cas, on voulait vous remercier de nous avoir accompagnés pendant ces 8 mois. On ne chantera pas pour vous remercier, mais le cœur y est. Et en tout cas, ça nous a fait très plaisir. Et je dois reconnaître que ce projet de podcast était un peu un projet fou. Je me souviens du chiche dans la voiture qui a mené à tout ça. Et en fait, il faut savoir qu'avec Max, comme avec moi, quand on dit chiche, à un moment donné, on est joueurs, nous. On est un peu joueurs. Et voilà. Et donc là, on a été joueurs et on ne le regrette pas. Et merci merci Max aussi de ton enthousiasme et de supporter parfois, mais sur le coup, c'est au moment où on se dit qu'on va enregistrer, c'est oh là là, on est sûr. Et puis après, grâce à toi, ça c'est toujours un plaisir. Et merci à toi, Guillaume, pour ces chouettes moments partagés. C'est aussi un beau projet qu'on mène ensemble. Et voilà, écoutez, on vous fait des gros bisous. Merci et bel été. Et on vous dit à très vite pour de nouvelles tranches vitaminées.